Donc, je vous annonce qu'on ouvre le quatrième et dernier webinaire de l'après pour avant l'été, avant la trêve estivale. On reprendra en septembre, évidemment. Et cette fois, c'est un webinaire qu'on a décidé de consacrer aux questions féministes. Bon, il a échappé à personne que le féminisme était central, enfin j'espère que ça n'a échappé à personne, que le féminisme était central dans notre projet politique, dans notre compréhension de la société, dans notre compréhension de la transformation profonde qu'il faut imposer. Bon, disons que la vague MeToo a eu des effets profonds, mais des effets dont on sait maintenant qu'ils sont très différenciés selon le genre, évidemment, selon les générations. On peut sans doute considérer, sans se payer de mots, qu'il y a ce qui s'apparente à une révolution anthropologique en cours, mais c'est un long processus avec des avancées, des reculs, des résistances, et c'est un combat de longue haleine. Bon, et aujourd'hui, les enquêtes d'opinion indiquent, sans doute que c'est pas très surprenant, que si on prend les jeunes générations, les jeunes hommes considèrent que c'est bon le féminisme, l'égalité des droits est atteinte, alors que les jeunes femmes considèrent au contraire que on n'y est pas du tout et que le combat doit se poursuivre. Alors, dans le monde militant, bon, ce qui est sans doute très acquis, c'est la question des inégalités dans le monde professionnel. Ce qui est maintenant très acquis aussi, c'est tout ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles et une compréhension globale du caractère systémique des discriminations. Mais c'est rarement, on a rarement l'occasion de le traiter euh, globalement en tant que tel, au-delà de l'évocation un peu rituelle du patriarcat. Alors, je voudrais remercier infiniment Manu, Joshua, Valérie Duré et Pascal Martin qui ont accepté de participer au webinaire ce matin. Donc, Manu et Valérie, qui sont toutes les deux syndicalistes à la CGT à Marseille et toutes les deux militantes féministes. Et puis Pascal Martin, qu'on ne présente pas, donc fondatrice de l'Après, cofondatrice de l'Après et ancienne députée de la première circonscription de Dordogne, et dont tout le monde se souvient qu'elle avait sauvé l'honneur, la première, au moment de l'affaire Quatennens. Alors, le webinaire va se dérouler comme au webinaire précédent. Je ne sais pas si certaines avaient participé au précédent. On va d'abord donner la parole aux intervenantes, donc dans l'ordre à Manu, puis Valérie, puis Pascal. Vous avez la possibilité de poser des questions que vous avez dû repérer déjà. Et c'est Julie que vous voyez apparaître également sous vos yeux éblouis, qui va se charger de synthétiser les questions et de les poser aux intervenantes après, ce qui leur permettra de répondre. Et puis bon, voilà. Donc, c'est Manu qui va commencer, sachant que pour cette première partie du webinaire, on va plutôt traiter des inégalités économiques du point de vue de leur cause. Et ensuite, Valérie interviendra sur, disons, les effets induits de ces inégalités et elle le fera en termes de violence économique. Et Pascal, ensuite, interviendra plutôt sur le volet des politiques publiques, quelles politiques publiques féministes on peut mettre en place. Donc, pour l'instant, je vais donner la parole à Manu. Manu, peut-être que le plus simple, c'est de commencer par le constat en termes d'inégalité économique. Oui, alors bonjour, merci pour l'invitation. Je vais partager mon écran. Alors, merci pour l'invitation. On est contente avec Valérie de faire cette présentation sur femmes, inégalités et violences économiques. Tout d'abord parce que quand on parle d'inégalité économique, on parle essentiellement des inégalités des salaires femmes-hommes. Mais en fait, on va là aujourd'hui expliquer comment
se mettent en place ces inégalités systémiques. Alors, avant de commencer cette présentation, on va préciser de manière à ne pas le répéter à chaque fois. Là, donc, on va parler richesse, argent, héritage, patrimoine, etc. Et on va aussi parler du système capitaliste. Alors, nous, ce n'est pas du tout notre tasse de thé. Donc, au préalable, on tenait à préciser que le don, le partage, le commun, la gratuité sont des valeurs nobles. Mais ces valeurs nobles, en fait, elles sont malheureusement trop souvent laissées au genre féminin. Alors, pour commencer, on va commencer par le constat hein, que on connaît à peu près. Et ce constat, il est sans discussion. Dans le monde, les pauvres sont majoritairement des femmes et les femmes sont majoritairement pauvres. Alors, on va commencer par les chiffres d'Oxfam hein, de l'étude de cette année. Désolée. Ces chiffres, ils nous disent que 1% les plus riches possèdent plus du double des richesses cumulées des 6,9 milliards de personnes. Euh, mais en fait, 61% des personnes les plus pauvres sont en fait des femmes. Si on fait le même rapprochement, les 22 hommes les plus riches du monde ont maintenant plus de richesses que toutes les femmes en Afrique. Et si on regarde plus particulièrement les femmes ultra riches, et elles représentent simplement 10,9% des plus riches de cette planète. Et ça, c'est pas Oxfam qui le dit, mais c'est le groupe bancaire Barnes. Alors, comme elles sont pauvres, elles vont donc être plus vulnérables. Ah, les raisons les plus évidentes. En fait, les femmes ont toujours travaillé, mais leur accès au travail salarié reste encore aujourd'hui compliqué. Alors, tout d'abord, il y a 2 tiers des analphabètes dans le monde sont des femmes, ce qui représente 129,2 millions de filles dans le monde qui ne sont pas scolarisées actuellement. Deuxième point, le temps partiel imposé. Seulement 22% des femmes en âge de travailler le font à temps plein. Et pourquoi? Parce que les femmes, elles assurent plus de 3/4 du travail domestique non rémunéré sur lequel je reviendrai. La charge que représente le travail domestique, d'accord, cette charge-là, elle empêche les femmes de travailler, elle empêche 42% des femmes d'accéder à un travail rémunéré. Alors, si on regarde l'écart salarial, qui est la chose la plus évidente et qui est présentée maintenant et connue de tous, l'OIT nous dit que l'écart salarial entre les femmes et les hommes, c'est de 20% à l'échelle mondiale. Ça, c'est un chiffre global. Mais en fait, si on regarde, on s'aperçoit que même une fois que les femmes ont accédé au marché du travail, les inégalités, elles sont pas du tout effacées. Parce que les femmes, elles sont sous-représentées dans les postes qui confèrent un pouvoir politique et économique. À l'inverse, elles vont être surreprésentées dans les métiers du soin, les métiers du care. Elles sont dans les métiers du care, c'est 2 tiers des travailleurs sont en fait des travailleuses. Et ces métiers, ils sont très mal rémunérés, comme on le sait. Or, ils sont indispensables au fonctionnement de toute société. Et ils sont mal rémunérés, mais en fait, il faut le prendre de manière inverse. C'est parce que ce sont essentiellement des femmes qui occupent les emplois du soin que qu'on se permet de mal rémunérer ces emplois. Hein, on peut imaginer que si des hommes changeaient les couches de nos aînés, sans doute qu'ils demanderaient un salaire conséquent face à la difficulté de la tâche. Deuxième point, dans ce monde du travail, on a une moindre protection en fait dans le travail. Les femmes, elles ont seulement les 3/4 des droits qui sont reconnus aux hommes en matière de sécurité économique. En fait, elles sont beaucoup moins protégées dans le monde par les lois. Elles sont moins protégées au niveau des rémunérations, au niveau des congés, au niveau de la maternité, au droit à l'accès à l'entrepreneuriat, etc., à la retraite. Et par ailleurs, non seulement leurs salaires sont inégaux, et parce que leurs salaires sont inégaux, elles vont avoir des retraites qui sont moindres,
hein, et dans l'Union européenne, les pensions de retraite sont inférieures de 29% à celles des hommes. Ça a été beaucoup décortiqué au moment du mouvement de 2023. Donc, en fait, avec Valérie, on va passer un peu plus vite là-dessus parce que c'est des choses qu'on a beaucoup dénoncées dans les nouvelles lois, dans la loi sur les retraites en 2023. Alors, pour être plus clair exactement, les différences de salaire, elles vont être essentiellement dans les hauts salaires et dans les bas salaires. L'exemple qu'on a pris, c'est l'exemple des sportifs. Ça peut paraître étrange, mais en fait, c'est un exemple, parmi les métiers à haute compétence et où on a des secteurs non mixtes. Donc là, quand on regarde les différences de salaire des sportives et sportifs, euh, on s'aperçoit que bon, il n'y a pas photo, hein. Le constat est sans équivoque et qu'il vaut mieux être volleyeuse. Par contre, si on n'aime vraiment pas l'argent, on peut être rugby woman, où là, il n'y a carrément pas de professionnalisation. Euh, Dernier point. Alors, nous, on discute, on défend beaucoup à compétences égales, salaire égal. On a raison, hein, une revendication qui est juste. Mais en fait, on s'aperçoit que la question du salaire, en général, n'a pas tant de rapport que ça avec la compétence quand on parle du travail des femmes. On le sait, par exemple, quand on s'occupe d'une classe de 24 ou 30 enfants en maternelle, ça demande une multitude de compétences, contrairement à ce que disait Sarkozy. Or, le salaire des institutrices reste très bas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les progressions de carrière, les rémunérations, etc., elles vont dépendre en grande partie du genre auquel vont s'ajouter d'autres discriminations. C'est ce qu'on appelle le syndrome, c'est le syndrome maître d'école, maîtresse d'école, hein. Et le maître d'école devient le directeur de l'école. Euh, alors, ça va plus loin, toutes ces inégalités, parce que pour finir là-dessus, avant même la retraite, si on fait ce cumul de toutes ces inégalités, entre 40 et 60 ans, donc dans les dernières années de carrière, une femme salariée, elle perd en moyenne par an 7 862 euros. Et donc, quand elle arrive à 60 ans, elle a perdu en 20 ans 157 245 euros par rapport à ses homologues masculins. Alors, Manu, peut-être ce que tu annonçais tout à l'heure, c'est que tu reviendrais éventuellement sur la question du travail domestique et du travail gratuit. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Alors, le travail domestique, du coup, c'est un travail gratuit. Dans le capitalisme, tout ce qui n'est pas rémunéré, tout ce qui est gratuit, en fait, est rendu invisible. Or, en fait, le travail domestique, ça représente une énorme quantité de tâches et on constate que dans le monde, les femmes, elles assurent plus de trois quarts du travail domestique non rémunéré. La garde d'enfants, les tâches ménagères, la cuisine, l'accompagnement des personnes âgées, l'accompagnement des personnes malades, l'accompagnement des personnes porteuses de handicap, etc. Et ce travail, il va donc pousser en fait les femmes, comme c'est des tâches qui prennent beaucoup de temps, à choisir des temps partiels ou en fait à se voir imposer par la force des choses le temps partiel. Ça a beaucoup de conséquences, hein, donc on l'a vu les inégalités, hein, puisque ça empêche d'avoir des temps pleins et des salaires conséquents, mais par ailleurs, ça va avoir d'autres conséquences. Par exemple, en France, ce travail domestique non rémunéré fait que, par exemple, les femmes ont 18% de temps de loisirs en moins que les hommes dans leur vie. Euh, Dernier point. Alors,
pour rendre compte de ça, ce qu'ont fait les féministes, alors là, bon, je vais reprendre les chiffres d'Oxfam, c'est qu'elles ont donné une valeur à ce travail. Elles l'ont évalué et en 2020, ce travail domestique, il représente 10,8 milliards de dollars chaque année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce travail gratuit va en fait produire de la richesse parce qu'il va permettre à la société son bon fonctionnement. Et donc, il est en fait d'une grande valeur. Voilà. Donc, nous, enfin, nous, on est plutôt pour la gratuité et le partage des tâches effectives ou le transfert sur des services publics. Mais c'est vrai que lui donner une valeur, ça veut dire que ça n'est pas un travail. Il est certes gratuit, mais il représente de la richesse. Dernier point qui pèse sur les épaules des femmes, les stéréotypes de genre sur les femmes et le monde du travail ou les femmes et le monde de l'argent. Donc là, on en a quelques exemples. On va avoir la femme riche et arriviste, la chef d'entreprise cruelle qui aime l'argent, la femme de ménage soumise ou la femme de ménage mère courage et sympathique, dure au mal. Et enfin, évidemment, la syndicaliste mal baisée, qui est un des grands stéréotypes. Deuxième point, en fait, dans cette triste société, quand on a de l'argent, on a le pouvoir, et quand on a du pouvoir, on a de l'argent. Or, les femmes n'ont ni l'un ni l'autre. Seulement 10% des chefs d'État dans le monde sont des femmes et seulement 18% des ministres et 24% des parlementaires dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une difficulté. On ne pense pas que parce que les femmes ont le pouvoir, elles régleraient le problème des inégalités femmes-hommes. Par exemple, Mélanie ou le gouvernement Borne, ça ne règle pas le problème. Mais on peut estimer que si les femmes euh, étaient plus riches, elles accéderaient peut-être plus facilement au pouvoir. Et enfin, si elles avaient le pouvoir, peut-être que on pourrait imaginer un partage plus équitable des richesses. Euh, donc, les inégalités de richesse, elles entraînent aussi des inégalités politiques. Ce n'est pas la seule raison, mais ça participe quand même grandement. Dernier point, et il faut que je retrouve ça. Alors, en fait, on a un stéréotype de femme dépensière. Et on considère dans ces stéréotypes que les femmes gèrent mal leur budget. C'est des véritables paniers percés. D'ailleurs, vous pouvez le voir, elles ont plein de conseils qui leur sont donnés. Hein. Si vous regardez, c'est tous les conseils de gestion du budget, quand vous tapez gestion du budget, ça s'adresse aux femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes, elles comptent. Elles comptent énormément, elles comptent beaucoup, elles comptent pour les courses, pour les enfants, pour les activités, pour les vacances, etc. Or, elles gardent ce stigmate de panier percé. Et c'est totalement faux parce qu'elles ont des compétences dans les gestions de budget. D'ailleurs, en France, 61% des salariés comptables sont des femmes. Alors, d'où viennent toutes ces inégalités de richesse? Elles viennent en fait dans des raisons profondes. Elles vont être inscrites dans la loi et on observe une confiscation forte des richesses. Donc, par exemple, en France, avec le code napoléonien, d'accord, qui va rendre les femmes mineures et donc qui va à un moment donné les exclure hein, des richesses. Et on va avoir donc des accès à leur salaire ou à un patrimoine assez tardif. En 1907, les femmes mariées ont le droit de disposer de leur salaire et il faut attendre 1965
pour que les femmes puissent gérer leurs biens, ouvrir un compte en banque et exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. Donc on le voit bien, en fait, ces inégalités, elles ont été pendant très longtemps inscrites dans la loi. Hein, et Valérie montrera, pour moi, elle demeure encore inscrite dans la loi. Dernier point, en fait, ce qui rend les femmes pauvres, donc là, on a regardé tout au long de leur vie, mais en fait, ça, c'est terrible, mais c'est qu'une partie, en fait, de cette inégalité économique. Parce que ce qui va compter, c'est le patrimoine, l'accès au patrimoine. Donc le patrimoine, comme son nom l'indique, ça vient de pater, du père, c'est les biens que vont léguer le père. Et on constate qu'il y a une très forte inégalité, hein, alors là, dans tous les pays de l'OCDE, c'est le cas, sur le patrimoine dont héritent les femmes. Valérie expliquera plus précisément ce processus, mais en fait, dans l'héritage, elles vont elles-mêmes être lésées et en plus, elles vont avoir tout au long de leur vie une difficulté à se constituer elles-mêmes un patrimoine. Par exemple, dans le monde, les paysans sont maintenant majoritairement des paysannes, mais moins de 13% des femmes paysannes possèdent leur terre. Et ça fait partie du patrimoine. Alors, du coup, tu vas pouvoir enchaîner. Valérie le développera davantage, mais est-ce que tu peux expliquer ce qui apparaît maintenant à l'écran? Tu nous as présenté ce qu'il en était des inégalités, mais vous parlez non pas seulement d'inégalités, mais de violence économique. Donc, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Voilà. Alors, en fait, ces inégalités économiques fortes hein, que j'ai essayé de montrer, elles vont entraîner des violences économiques. Alors, tout d'abord, 60% des personnes sous-alimentées dans le monde sont des femmes et sont des femmes. Mais aussi, 80% des déplacés climatiques sont des filles et des femmes. Alors ça s'explique comment? Ça s'explique parce que, en fait, quand la situation climatique d'un territoire se dégrade, les hommes en âge de travailler vont quitter ce territoire, vont migrer pour accéder à des sources de richesse ailleurs. Donc, ils rentrent dans la migration. Mais les femmes, elles vont rester, on va dire, en soutien de famille sur leur territoire dégradé jusqu'à ce que ça devienne totalement invivable. Et donc, quand elles partent au dernier moment et elles partent avec les enfants, les personnes âgées, etc. Donc, par exemple, le statut de réfugié climatique hein, qu'on doit défendre, il n'est toujours pas reconnu dans le droit international. Or, comme on peut le voir avec ces fortes chaleurs, ça va devenir véritablement un problème planétaire. Donc, il faudra, et il va toucher essentiellement les femmes. Deuxième point, plus proche de nous, le surendettement. Alors, le surendettement, c'est le point ultime hein, de l'appauvrissement. Et dans les situations de surendettement en 2024, on s'aperçoit que 54% des surendettés déclarés hein, à la Banque de France sont des femmes. Ça va entraîner quoi? Ça va entraîner des mesures judiciaires assez fortes et la politique de criminalisation des pauvres, elles vont donc, ou des politiques austéritaires, elles vont donc s'abattre en fait sur les plus pauvres. Et comme je l'ai démontré, ces plus pauvres, ce sont donc des femmes. Et ça va avoir deux conséquences. D'abord, des injonctions répétées à bien gérer leur budget et un suivi accru des femmes par les services sociaux. L'exemple sur lequel on a choisi de de se porter plus particulièrement, de faire un focus, c'est ce qu'on appelle les mères isolées. Alors, les mères isolées, c'est pas vraiment un statut. Et on voit bien que, par exemple, si on dit père célibataire ou papa solo, tout de suite, c'est un peu sympa. C'est le gars qu'on a envie de rencontrer. On voit bien que quand on dit mère isolée, ça renvoie tout de suite à de grandes difficultés et c'est beaucoup moins sympathique. Pourquoi? Bah, parce que, à juste titre, hein, je vais le montrer. Quand on parle violence économique, il est
important de savoir en fait de qui on parle. Dans les partis de gauche, on a tendance à parler en général, hein. Par exemple, on dit augmentation du SMIC. Mais si on regarde plus précisément qui sont les pauvres, comme je l'ai dit, c'est majoritairement des femmes. Et dans les partis de gauche, cette globalisation, elle va invisibiliser ce problème-là. Et c'est pas le cas, je le précise ici, c'est pas le cas du Rassemblement national. Le Rassemblement national a un programme pour les mères isolées et Marine Le Pen elle-même se présente en permanence comme ayant été une mère isolée et liste toutes les difficultés auxquelles les femmes élevant seules leurs enfants sont confrontées. Alors, pour regarder cette inégalité, on sait que les mères vont souvent avoir à charge leurs enfants, mais on va regarder en fait les inégalités qui s'abattent sur les enfants. Comme ça, on n'est pas spécialement sur papa-maman. Le taux de pauvreté des enfants dans notre pays, il est de 15%, c'est déjà énorme, hein. Il passe à 22% pour les enfants vivant avec leur père. Mais il va être à 46% le taux de pauvreté des enfants lorsque c'est la mère qui a la garde des enfants. Là-dessus va s'ajouter la culpabilisation morale. En fait, les mères isolées, elles ne parviendraient pas à éduquer correctement leurs enfants, elles sont souvent dépassées, elles laissent la situation dégénérer. Et cette forme de culpabilisation, elle va se retrouver à de nombreux étages. Par exemple, toutes les campagnes réactionnaires et austéritaires contre l'assistanat, en fait, elles vont attaquer donc l'ensemble des gens qui bénéficient des droits sociaux, mais donc en fait, elles sont aussi des accusations sexistes. Euh, donc, on pourrait discuter de comment on règle ça plus particulièrement. Donc, il y a aujourd'hui des propositions qui sont faites, par exemple, d'avoir une carte, comme on a une carte de famille nombreuse, d'avoir une carte de parents solo, parents isolés, etc. De manière à ce que l'accès aux droits puisse être généralisé. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai dit le surendettement, le grand appauvrissement, on va avoir au bout du bout, quand la situation est très dégradée, on a la fameuse mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget qui, en fait, est censée permettre une bonne gestion de l'argent qu'on n'a pas. En fait, c'est comment manger quand on n'a pas d'argent. Et on va avoir un suivi des familles qui ont ces mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget. Et ces mesures, elles concernent 60% des femmes, sont des femmes, contre simplement 40% d'hommes. Donc on voit bien là la violence économique, y compris qui va jusqu'au bout. Et dernier point, la fermeture des services publics et la dématérialisation de l'accès aux droits, hein, est un véritable problème du coup pour les femmes, mais aussi particulièrement pour les mères isolées qui, à chaque demande de droit social, est obligée de se reconfronter à cette dématérialisation. Dernier point, le paroxysme de la violence économique dans le monde, c'est l'esclavage moderne, hein, et on constate que 71% des victimes de l'esclavage moderne sont des femmes et des fillettes. Là aussi, c'est sans appel, en fait. Ces violences économiques, elles entraînent, ces inégalités économiques, elles entraînent de très graves violences. D'accord. Alors, donc, maintenant que tu nous as décrit ces inégalités et que tu as tracé le chemin vers les violences économiques, finalement, bon, tu nous as donné une vision globale en parlant des femmes en général, mais les féministes ont, outre cette situation compliquée à laquelle il faut se confronter, elles ont d'autres difficultés à résoudre, enfin à réfléchir et à résoudre.
Parce que quand on parle des femmes, évidemment, c'est pas une catégorie unique. Et il y a aussi la question de classe. Et puis, ce que tu expliques quand même assez clairement, c'est que la question du travail euh, est pas univoque et que les effets de l'entrée dans le monde du travail sont pas univoques, y compris du point de vue de l'appauvrissement des femmes. Est-ce que tu Oui, pourrais nous en dire plus? très bonne remarque, Ingrid. Alors, les féministes, elles ont deux grandes difficultés. La première difficulté, c'est qu'en fait, dans le monde des femmes, les femmes exploitent d'autres femmes. Comme tu l'as dit, la femme n'existant pas, elles vont être mères, sœurs, épouses, amoureuses, amies, et il va y avoir donc un cumul des oppressions, c'est ce qu'on appelle les oppressions croisées. Euh, euh, mais on voit bien que il n'y a pas de rapport réel euh, entre une travailleuse au RSA et Madame Bettencourt. Et on sait que pour gagner, les vagues féministes ont besoin d'une unité de tous. Et donc, on voit bien là la difficulté qui se pose à nous, parce que si prolétaires du monde, unissez-vous, on mesure bien ce que ça veut dire, on voit bien qu'il y a un problème avec femmes du monde, unissez-vous, hein, c'est ce que disait déjà Angela Davis dans Femmes, race et classe. Je vais prendre là-dessus deux exemples. D'abord, le travail domestique, pendant très longtemps, c'était la source, jusque dans les années 60, le travail domestique, c'était la source d'emploi féminin la plus importante, en fait. Et puis, à mesure que les opportunités de travail salarié se sont accrues, le travail domestique, il est devenu plus rare. Euh, et là, du coup, dans les pays de l'OCDE, la question des travaux les plus difficiles, hein, c'est ce qu'on a dit, comme par exemple ceux des métiers du care, vont être attribués majoritairement à des femmes racisées. Mais deuxième point, mon accès en tant que femme de classe moyenne ou femme de classe supérieure, mon accès à mon indépendance économique a entraîné en fait un large transfert des tâches qui incombaient jusque-là aux femmes, ces fameuses tâches domestiques. Et donc à ce moment-là, on va avoir ce transfert sur d'autres femmes qui vont devenir mes subalternes, la femme de ménage, l'aide ménagère, la garde d'enfants, l'aide aux personnes âgées, etc. Donc là, on est bien dans une confrontation entre, on va dire, de classe, entre femmes. Deuxième point, l'exemple de la fast fashion. Alors, c'est mal, je le dis tout de suite, mais ça, c'est dans les inégalités, on va dire, entre les Nord et les Sud. D'accord? Donc, on voit bien que c'est global, ça, ce problème de la fast fashion. Mais il va se poser plus particulièrement aux femmes. Pourquoi? Parce que les femmes ayant accès à un salaire qui leur est propre, elles vont être soumises aux injonctions et à l'injonction d'être belle, présentable, à la mode, etc. Et donc, dans les années 80, elles vont se mettre à consommer beaucoup. Et elles vont consommer pour elles et pas simplement pour le ménage. Donc, entre autres, elles vont s'acheter des habits. Les habits, les prix vont baisser. Et donc, on voit bien que quand on achète sur Temu ou sur Chine, en fait, ce sont des femmes des Nord qui exploitent des femmes des Sud. Mais cette question-là, en fait, on croit qu'elle est posée plus particulièrement aux femmes. En fait, elle est posée à tout le monde, hein, sur la fast fashion. Mais on voit bien que là, il y a en plus quelque chose de moral et un problème écologique profond. La deuxième difficulté, c'est cet accès au travail. Pendant longtemps, en fait, l'accès au travail salarié, c'était la condition, et ça le reste, hein, la condition sine qua non d'indépendance et d'émancipation. Mais plus on a eu une féminisation, une massification du travail des femmes, et plus on a constaté que ça donnait pas, ça amenait pas une libération totale. Donc, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, les femmes, elles se sont mises à travailler, mais elles n'ont pas été libérées des fameuses tâches domestiques. Donc, on va parler de la double journée de travail. Et si l'accès au salaire
participe à l'autonomisation, d'une certaine manière, elle va accroître sur le dos des femmes la charge mentale, la double journée de travail, les injonctions contradictoires de ce que ça veut dire qu'être une femme libérée. Et je finirai sur un point. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, maintenant qu'on a du recul sur ce travail salarié massif, sur la question de la santé? Certaines femmes vont faire le choix du travail de nuit, enfin, vont faire le choix ou vont penser que travailler la nuit, ça permet de s'occuper des autres pendant la journée. Si on regarde les cancers du sein, on sait que les cancers du sein augmentent de 26% quand on travaille la nuit, mais quand on regarde les cancers du sein féminin, le taux grimpe jusqu'à 40% chez les femmes dont l'activité professionnelle a été désynchronisée plus de 4 ans. Deuxième exemple, l'exemple des femmes de ménage. Hein, les femmes de ménage, elles ont donc ces horaires de nuit ou très tôt le matin, etc., auxquels s'ajoute ce qu'on sait maintenant, les troubles musculo-squelettiques, mais aujourd'hui apparaissent aussi les maladies liées aux risques chimiques des produits ménagers. Et on voit bien que ça, c'est invisibilisé dans les maladies professionnelles, parce que c'est des maladies professionnelles qui touchent les femmes et qui touchent les plus pauvres. C'est les deux. Donc en fait, pour finir, avant de donner la parole à Valé, euh, j'ai essayé de démontrer que ces grandes inégalités économiques, elles entraînent des violences économiques. Chez les femmes, on le sait, les multiples oppressions croisées vont amplifier toutes les difficultés de la vie des femmes. Euh, le processus d'appauvrissement des femmes, c'est un processus vieux, long, profond, et qui n'est pas toujours conscient sociétalement, mais aussi dans l'esprit des femmes, puisqu'on les a éduquées à ne pas aimer l'argent. Et cette qualité, ben, dans un système capitaliste, elle va participer à notre appauvrissement. Bien, merci Manu pour toutes ces excellentes nouvelles. Et on va maintenant donner la parole à Valérie, qui va aborder plutôt la question des violences économiques cette fois. Et on va commencer par une courte vidéo pour nous mettre dans l'ambiance. Alors avec le son, ce serait mieux. Est-ce qu'il y a moyen de recommencer au début en essayant de rétablir le son? Pour leur couple, ils ont choisi iMoney. Ah, c'est génial. Dès que ma femme doit faire un achat, je suis alerté. C'est vraiment pratique. Avec ça, c'est moi qui décide des achats de ma nana. Pour garder un œil sur l'argent de ma femme, c'est top. Je vois sa demande de dépense immédiatement et je peux l'accepter directement. Ou pas. Là, c'est pour une pizza pour les gamins. Je peux transférer toutes ces allocations direct sur mon compte. Ah bah tiens, elle veut payer son abonnement de bus. Non, mais y a pas moyen, je refuse. Non, mais sérieux, elle peut très bien faire à manger, non? Il va falloir qu'elle soit très gentille avec moi ce soir si elle veut que j'autorise son paiement. De toute façon, on s'aime. Donc, ce qui est à elle est à moi. iMoney n'existe pas, mais les violences économiques, si. Contrôle des dépenses, privation de ressources, chantage économique. Les violences économiques sont des violences conjugales. Depuis 30 ans, le 3919 vous écoute, vous informe, vous oriente. Bien. Alors, Valérie, du coup, Bien, la bonjour. parole. Bonjour à tout le monde. Merci de nous accueillir. L'intervention de Manu a mis en lumière l'étendue des inégalités, hein, et en deuxième partie, il nous a semblé évident qu'il fallait traiter des violences économiques induites par ce système et notamment des violences économiques conjugales encore mal identifiées aujourd'hui.
Alors, le petit film vous a montré cette application iMoney. Bien entendu, elle n'existe pas en tant que telle, mais les violences économiques conjugales et en particulier la maîtrise du budget des hommes sur leurs femmes, quand il s'agit d'un couple hétérosexuel, si. Alors, quand on parle de violence conjugale, c'est vrai, comme l'a dit Ingrid, depuis le mouvement MeToo et notamment euh, par un focus médiatique, on pense spontanément, c'est bien normal, aux violences physiques et sexuelle. Mais il faut savoir qu'avec le mouvement des Gilets jaunes en 2018, certaines femmes ont mis sur le devant de la scène médiatique la question des violences financières qu'elles rencontraient, parfois en lien avec la situation de monoparentalité qu'elles vivaient et aussi à cause des politiques socio-économiques qu'elles subissaient. Et comme l'a dit un peu Manu, et je vais le répéter, c'est euh, mis en lumière tardivement parce que ça contrevient au modèle féminin, la femme étant toujours associée aux dons et dévouement. Alors, par faute de temps, je vais vous parler surtout du versant le plus intime de ces violences économiques, c'est celle des violences économiques conjugales. Mais nous savons bien que, en tant que féministe, l'intime est éminemment politique. On sait qu'elles peuvent être familiales du fait d'un père, d'un frère, mais je ne m'y attarderai pas. Et je n'évoquerai aussi que le modèle conjugal dominant, à savoir le couple hétérosexuel avec enfants. Alors, les violences économiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une définition simple qu'on peut en faire, c'est-à-dire que c'est un manque à gagner qui peut aller jusqu'à l'appauvrissement des femmes. Alors, comme vous l'a montré Manu, elles sont induites par la société patriarcale qui a entériné des pratiques inégalitaires, comme le salaire inégal, le temps partiel subi, etc. Mais elles peuvent être aussi le fait d'un conjoint au sein du foyer. Et donc, je voudrais insister en guise d'introduction de cette petite intervention sur 3 points. Les inégalités économiques ont des répercussions négatives à long terme sur la vie des femmes. Elles affectent leur qualité de vie, elles affectent leur capacité d'épargne, leur retraite, leur patrimoine. Et accepter finalement ces inégalités, ben, ça revient à tolérer les violences que les femmes vont endurer toute leur vie. Le deuxième point, c'est que ces inégalités limitent l'autonomie financière des femmes en créant des dépendances au sein du foyer. Cela les rend redevables, cela les rend vulnérables face à des abus potentiels d'un conjoint. Et enfin, les violences économiques conjugales résultent directement et des inégalités économiques et de ce manque d'autonomie financière. Donc, si on veut les combattre, il faut s'attaquer à ces inégalités économiques et pas forcément, comme l'a dit Manu, de manière globalisée, et surtout donner les moyens aux femmes d'être autonomes financièrement. Parce que la dépendance financière des femmes est bien réelle. De nos jours encore, d'après un sondage IFOP de 2024, 23% des femmes françaises ne possèdent pas de compte bancaire personnel, 32% n'ont pas de ressources de revenus autres que celles du conjoint, et toujours dans ce même sondage, 40% des femmes interrogées affirment qu'elles ne pourraient pas payer seules le loyer si elles devaient quitter le domicile conjugal. Et c'est donc une des raisons qui les contraignent à rester avec un mari violent, par exemple. Alors, les violences économiques en quelques chiffres, d'après un sondage IFOP de 2023, vous avez 41% des femmes qui sont victimes de violences économiques. Et près d'une femme sur 4, c'est-à-dire 23%,
a déjà été confrontée à des violences économiques de la part de son conjoint. Elles sont rarement isolées, hein, puisque le sondage révèle que 72% des femmes ayant subi des violences économiques ont aussi souffert de violences verbales ou physiques. Alors elles peuvent prendre plusieurs formes. Cela peut être une mainmise émotionnelle, administrative sur les finances, par exemple une privation des ressources pour les achats du quotidien ou une demande de justification, de culpabilisation, voire du chantage euh, à chaque volonté d'acheter quelque chose. On note quand même qu'une femme sur 10 voit son conjoint prendre le contrôle total de ses finances. Et puis, ça peut aller jusqu'à la confiscation ou le vol, en particulier en détournant des sommes allouées à la vie du ménage ou aux soins des enfants. Ça peut être, par exemple, une usurpation d'identité pour un crédit à la consommation. Ça peut être également un refus de payer la pension alimentaire en cas de séparation ou de divorce. Vous avez des outils de détection qui existent, des tests de situation, des baromètres de vigilance. Ils sont le fait d'associations, hein. Ils permettent aux femmes en fait de mettre des mots sur des situations banalisées. Donc ici, sous vos yeux, vous avez un test qui propose de cliquer sur toutes les situations qui pourraient être familières à une femme. Et en fonction des réponses qui vont être cochées, vous allez avoir ce message qui apparaît avec vous avez vécu ou vivez une situation qu'on peut qualifier de violence économique. Nous vous proposons des conseils pour vous accompagner dans cette situation. Vous avez également des baromètres, un baromètre qui fonctionne sur le mode des baromètres des violences physiques et sexuelles. Ici, euh, on vous met en avant tout un tas de comportements, d'agissements économiques du conjoint et en fonction de la nature de la relation, eh bien, le baromètre va vous inciter à la vigilance, voire à demander de l'aide. Alors, ce sont des réponses individuelles qui sont nécessaires, mais on le sait bien, face à un problème structurel et en tant que formation politique, on ne peut pas s'en contenter. Alors justement parce qu'on ne peut pas s'en contenter et qu'effectivement c'est très important tout ce qui est détection, mais ça renvoie à l'individu. Euh, Tu t'es intéressée, Valérie, au travail de la journaliste féministe Titu Lecoq et notamment, je crois, à un ouvrage qui s'appelle Le couple et l'argent. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, pour comprendre justement la genèse de ces violences économiques et en saisir un peu les mécanismes à l'œuvre tout au long de la vie d'une femme, y compris dans son couple. Je me suis plongée dans le livre Le couple et l'argent, donc, et qu'est-ce qu'elle nous apprend? Ben, en fait, euh, elle part du constat que les hommes sont plus riches que les femmes. Ça, Manu vous en a parlé. Et non seulement les hommes sont plus riches que les femmes, mais leur accumulation de patrimoine ne fait qu'augmenter et l'écart entre les femmes et les hommes augmente. Il est passé entre 1998 et 2015 de 9% à 16%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que les hommes ont un patrimoine qui a augmenté plus vite que celui des femmes et que l'accumulation de richesses, c'est avant tout une affaire d'hommes dans notre société. Alors, ce qui fait l'originalité du livre de Titou Lecoq, et pour être un peu pédagogique, je dirais, pour ne pas effrayer face à ce sujet, elle s'est choisie une alter ego qu'elle a appelée Gwendoline et qui, au fil de sa vie, va être confrontée à des situations d'inégalité, voire de violence économique à son statut de femme. Alors, ce que Gwendoline n'a jamais véritablement formalisé et
c'est que les inégalités économiques faites aux femmes sont invisibilisées. On vous en a déjà un petit peu parlé. Parce qu'en économie, on pense toujours le ménage euh, ou le couple. C'est-à-dire qu'on va vous parler d'indice de confiance des ménages, on va vous parler de pouvoir d'achat des Français. Mais le fait que le ménage, ce soit deux personnes avec des revenus différents et un patrimoine différent, ça, c'est un point aveugle. Et la majorité des analyses économiques, même si ça a tendance un peu à évoluer cette dernière décennie, elles n'observent pas, par exemple, comment les questions avec ces deux individus hein, différenciés au sein d'un même couple, ou par exemple, comment circule l'argent au sein d'un couple. Donc, en invisibilisant les femmes, on ne se contente pas de laisser stagner ces inégalités, on les accentue. Et comme Manu l'a rappelé, les décideurs économiques étant, et ceux qui façonnent des politiques publiques étant majoritairement des hommes, eh bien, on comprend mieux pourquoi les réformes comme celle du chômage, comme celle de la retraite ou même les mécanismes fiscaux et sociaux mis en œuvre, comme le prélèvement de l'impôt à la source ou de la CAF, eh bien, sont injustes. Et donc, Titu Lecoq nous met comme un credo tout au long de son livre qu'il y a nécessité pour les femmes de s'investir sur ces questions économiques. Et donc, elle le résume en cette expression savoir, savoir, savoir. Ça revient comme un refrain dans son livre. Alors, ce que Gwendoline ne sait pas non plus, c'est que on manque d'éducation financière et que ces mécanismes inégaux qui vont s'imposer à Gwendoline, mais à nous toutes en réalité depuis l'enfance et durant toute notre vie, eh bien, on n'a pas forcément les compétences intellectuelles, pas parce que on n'est pas assez forte, mais parce qu'on n'a pas eu l'apprentissage de les avoir euh, dès notre enfance, en fait, et tout au long de notre vie. Si je vous demande qui sait lire un bulletin de salaire dans le détail, si je vous demande comment se calcule l'impôt pour un couple, est-ce qu'il faut choisir le taux foyer ou le taux individualisé sur notre feuille d'impôt? Est-ce qu'il ne faudrait pas systématiquement déconjugaliser l'impôt? On voit bien que ben, on n'est pas toutes à la même enseigne sur ces questions et que bien souvent, par manque de temps, par un peu, une charge mentale trop élevée, on ne dit pas non quand c'est le partenaire qui dit bah, écoute, je vais m'occuper de ça. Alors, le problème, c'est qu'on manque d'éducation financière, mais qu'elle n'est plus enseignée à l'école. Elle a été un temps, alors c'était des cours d'économie familiale, hein, très genrés, mais ça donnait les bases de l'apprentissage de la comptabilité et au moins de cette idée qu'on doit gérer son budget et peut-être même son patrimoine. Aujourd'hui, elle va dépendre essentiellement de ce que vont nous transmettre nos parents et évidemment plus largement de notre classe sociale. Alors Gwendoline, eh bien elle est issue de la classe moyenne et elle aura du mal à remédier à toutes ces situations injustes. Dès l'enfance, elle subit des inégalités économiques liées au genre, y compris dans sa vie personnelle, c'est-à-dire qu'elle reçoit moins d'argent de poche que son frère, elle n'osera pas en réclamer davantage. Ça, c'est attesté par des études hein, européennes. Ses envies d'achat sont jugées futiles, contrairement à ceux de son frère qui sont technologisés, qui demandent plus de compétences. Et elle est aussi souvent confrontée à ce qu'on appelle la taxe rose, les produits destinés aux filles qui coûtent plus cher que ceux destinés aux garçons. Et puis, en grandissant, elle découvre que les attentes sociales autour de l'apparence féminine bah, vont entraîner des dépenses importantes, contrairement à son frère, dont les besoins vont rester basiques. Et très tôt, bien, Gwendoline, elle va apprendre que être une femme, c'est être au service des autres. On ne va pas lui transmettre la gestion patrimoniale,
la culture de l'indépendance financière ou de la stratégie économique, hein. On va lui inculquer, non, le dévouement, la gratuité, le don de soi. Et ce n'est pas anodin parce que dans le même temps, on enseigne aux garçons la maîtrise la maîtrise, l'ambition, le capital. Alors, historiquement, cette logique, elle a été institutionnalisée, Manu vous l'a dit, notamment par le code napoléonien. Jusqu'en 1965, donc, une femme mariée ne pouvait pas ouvrir un compte en banque, ni exercer une activité exceptionnelle, etc., sans le consentement de son mari. Mais aujourd'hui, la loi a changé. Et pourtant, on parle encore de femme vénale quand on est face à une femme qui défend ses intérêts économiques et ça n'a pas une connotation très positive. Euh, alors, pour nous, c'est ce que vous a déjà un peu évoqué Manu, c'est un peu paradoxal parce que le don et la solidarité, ce sont vraiment nos valeurs, hein. Et on est convaincu de l'utilité et des bienfaits d'une société solidaire. Mais dans une société capitaliste qui ne valorise que l'accumulation des richesses et la compétition, finalement, transformer le don en injonction genrée, c'est une stratégie politique. C'est un moyen de maintenir les femmes dans une position de dépendance économique et qui va contribuer à l'appauvrir. Alors, dévouée, Gwendoline s'orientera vraisemblablement dans les métiers du soin, de l'éducation ou du social, hein. Métiers, on l'a dit, bien moins rémunérés que les métiers dits masculins. Et d'ailleurs, elle en rêve depuis l'enfance, hein. Si on regarde ce petit schéma graphique, on voit que les petites filles entre 7 et 10 ans, eh bien, elles veulent d'abord prendre soin des autres, ensuite s'occuper des enfants et enfin voyager ou apprendre des choses et les partager avec d'autres personnes, bref, être maîtresse d'école. Alors que chez les petits garçons, on voit qu'ils veulent inventer des choses, ils souhaitent bricoler, réparer des objets et faire des découvertes scientifiques. Donc cette culture du dévouement, elle est ancrée dès le plus jeune âge et logiquement, elle se retrouve dans la part des femmes dans les différentes formations universitaires, hein. Là, j'ai les chiffres de 2021-2022. On voit l'écrasante proportion de femmes dans les formations paramédicales, sociales, sciences humaines. Et puis, elles sont à moins de 30% dans les formations d'ingénieurs, par exemple. Donc, excusez-moi, elle sera tout au long de sa carrière moins bien payée qu'un homme et euh, en plus, elle sera mal à l'aise pour demander une augmentation. On voit dans cet article du Parisien que 48% des femmes n'osent pas demander une augmentation auxquelles pourtant elles ont droit. Donc c'est vraiment la double peine. Pourtant, Gwendoline se sent heureuse. Elle a du travail, elle est indépendante. Cette liberté économique, celle de pouvoir travailler, elle le sait, parce que Gwendoline est un peu féministe quand même. C'est le fruit d'un long combat que ses prédécesseuses ont mené, hein. Contrairement à sa mère, elle se sent indépendante financièrement. Elle pense que cela suffit à son émancipation. Pour gagner en indépendance, elle est partie tôt de chez ses parents. Elle a pris un appartement. Et puis, si elle se met en couple, elle se pacsera. C'est décidé, le mariage, c'est dépassé. Alors, donc là, je crois que tu t'apprêtes à casser les rêves de Gwendoline. Et on t'en remercie. Mais notamment, peut-être que tu pourrais aborder ce qui concerne plus précisément la vie privée et familiale. Par exemple, le mariage et le Pacs, mais plus généralement, aborder ces questions-là. Oui. J'espère que Gwendoline ne nous écoute pas. Non.
Je crois qu'on est un peu toutes des Gwendolyn, en fait. Donc, Gwendoline rencontre Richard. Elle a déjà son appartement. Lui, il habite encore chez papa-maman, donc ça va lui permettre de mettre quand même un peu d'argent de côté pendant toutes ces années d'études. Et donc, ils emménagent ensemble et ils optent pour un Pacs. Alors, c'est un choix perçu comme émancipateur, hein. C'est un projet pour lequel on s'est battu. Et ils font partie de ces couples qui ne sont pas mariés. Euh, 23% en France en 2019, ou quand ils le sont, ils choisissent la séparation des biens. C'est ce qu'on appelle l'individualisation du patrimoine. Euh, alors en apparence, c'est vrai que c'est le concubinage, le Pacs, la séparation des biens, ça pourrait sembler un, un pas en avant, émancipateur. En réalité, ils amplifient les inégalités économiques. Finalement, les femmes, qui sont des salariés souvent moins bien rémunérés ou à temps partiel, elles vont voir leur patrimoine stagner alors que les hommes vont capitaliser. Et là, vous avez des études et des statistiques qui confirment ce constat, hein, études de l'INED et de Sciences Po. Entre 1998 et 2015, la part des patrimoines individualisés a grimpé de 35 à 51%. Selon l'INED, cette individualisation accentue les inégalités de genre en matière de patrimoine. Et l'étude de Sciences Po entre 2014 et 2018 montre en fait que l'écart de patrimoine entre conjoints est plus élevé en régime de séparation de biens qu'en régime communautaire. Et donc, Titou Lecoq nous confirme cela, même si ça nous semblait contre-intuitif, hein. Le mariage sous régime communautaire avec un conjoint, ça reste quand même le modèle le moins inégalitaire. Et même dans ce cadre, l'auteur préconise finalement que chaque femme conserve un compte personnel pour se prémunir en cas de violence économique. Ce que Gwendoline ne sait pas non plus, c'est que le couple va l'appauvrir. Vous avez en moyenne les femmes en couple qui gagnent 42% de moins que leur conjoint. Et chez les célibataires, cet écart tombe seulement à 9%. Donc le couple creuse les inégalités de revenus, et ce dès le départ. Alors pourquoi? Ben parce qu'une femme sur quatre travaille à temps partiel, contre seulement un homme sur 10. Et parce que, Manu vous en a parlé, le travail domestique, majoritairement féminin, reste non reconnu et non rémunéré. Et cet écart ne va faire que s'amplifier avec le temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir aux petits salaires, les petites dépenses, aux gros salaires, les grosses dépenses. Richard, qui gagne plus, va financer les gros investissements, la voiture, le logement. Et Gwendoline, elle, par souci d'équité, va chercher à compenser en payant les courses, les produits du quotidien, les pots de yaourt. C'est ce que Titu Lecoq appelle la théorie des pots de yaourt. Pour elle, et c'est une réalité, toutes les dépenses ne se valent pas. Le logement, c'est du capital. Les yaourts, c'est du consommable. Alors, le résultat, c'est quoi? Bah, c'est qu'elle dépense plus que sa part sur du court terme, pendant que le conjoint investit pour l'avenir, et que cette répartition banalisée, finalement, va conduire à son appauvrissement au sein du couple. Autre élément qui n'est pas très glamour, je suis désolée, mais c'est que l'arrivée d'un enfant ne pèse pas du tout de la même manière sur le père et sur la mère dans un couple hétérosexuel. Vous avez, selon l'INSEE, 5 ans après une naissance, les mères perdent en moyenne 25% de leurs revenus salariaux par rapport à ce qu'elles auraient gagné sans enfant. Et ce sont les femmes précaires, les plus précaires, qui perdent le plus, hein. Moins 38% pour les plus bas salaires, entre moins 50 et moins 57% après 2 ou 3 enfants. Toujours pour les mêmes raisons, en fait, hein. Qui s'arrête momentanément dans son activité, qui prend un congé parental ou un temps partiel, majoritairement des femmes. Parce que c'est sur elles que repose la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.
Vous avez ici un, un tableau d'activité de l'INSEE qui vous montre bien que, eh bien, sans enfants, 88,2% des femmes et 88,9% sont en activité. Avec trois enfants ou plus, pour le taux d'activité féminin, on tombe à 67,1% et à 94% pour celui des hommes. Hein, et la chute est la même en termes de part du temps partiel, c'est-à-dire qu'elle est majoritairement le fait des femmes. Vous voyez, avec trois enfants, 40,6% des femmes prennent un temps partiel contre 6,9% des hommes. Donc en fait, elles gagnent moins. C'est elle qui prend un temps partiel ou qui s'arrête de travailler. Il gagne plus, il doit subvenir aux besoins du foyer et pour compenser la perte de salaire, euh, il prend même une promotion, puisque on a constaté que pour les hommes, aucune baisse de revenus n'est observée après l'arrivée d'un enfant. Et parmi ceux qui sont le plus payés, les 5% les plus payés, eh bien, ils voient même leur revenu augmenter de 17%. Donc, en fait, l'enfant est un accélérateur de carrière pour les hommes et un frein structurel pour les femmes. Et vous avez l'État qui va, par ses politiques publiques, renforcer ces inégalités. Les prestations en fait sociales, le RSA, l'APL, etc., elles sont calculées à l'échelle du foyer, pas de l'individu. Donc, une femme sans revenu, mais qui a un conjoint avec un revenu aisé, n'a droit à rien. Parce que l'État va considérer qu'il y a une solidarité conjugale. Or, on sait bien que cette solidarité, elle est présumée en fait, elle n'est pas garantie. Et le conjoint, même avec un fort salaire, lui, sera récompensé avec un coefficient familial avantageux pour le calcul de son impôt sur le revenu. Donc, en résumé, être mère appauvrie, surtout les femmes les plus vulnérables, être père enrichi, notamment les plus privilégiés, et le couple hétérosexuel comme la parentalité sont des moteurs puissants de creusement des inégalités de genre avec la complicité des politiques publiques. Alors, pour finir rapidement, évidemment, la séparation, c'est un appauvrissement au féminin, hein. Quand Gwendoline se sépare de Richard, il repart avec la voiture qu'il avait payée, elle, avec ses pots de yaourt vides. Lui a investi dans du patrimoine, elle a financé le quotidien, invisible. Et en fait, c'est toute la logique des violences économiques, c'est que l'argent masculin construit et l'argent féminin s'efface. Pour équilibrer finalement les revenus au sein d'un couple, hein, dont les revenus, le patrimoine et les revenus sont séparés, il faudrait que ce soit la personne qui gagne le moins qui investisse dans les grosses dépenses, hein, pour qu'elle puisse se garantir une sécurité économique. Donc à la séparation, on voit que les femmes subissent une chute de leur niveau de vie plus forte, hein. Celles avec enfants sont les plus touchées, hein, car ce sont elles le plus souvent qui en ont la garde. Et vous avez les chiffres du diapo qui vous montrent bien cet impact inégal du divorce sur les femmes. Euh, Après une séparation, les femmes subissent une diminution de leur niveau de vie de 22% contre seulement 3 pour les hommes. Et 20% des femmes basculent sous le seuil de pauvreté contre 8% pour les hommes. Alors, Titou Lecoq nous en rajoute une de violence économique et elle est bien connue, c'est le refus de payer les pensions alimentaires, hein. Vous avez en 2019 près de 40% des pensions alimentaires qui n'étaient pas versées. Euh,
Donc, il y a des questionnements politiques là-dessus. Il y a eu des projets de loi qui ont été mis en place. Mais en France, contrairement à l'Espagne, par exemple, il reste très insuffisant, puisque l'intermédiation se fait par la CAF, hein, enfin l'agence de recouvrement de la CAF, l'ARIPA, et elle fait pression sur les mauvais payeurs, mais en aucun cas elle n'indemnise si le conjoint ne paie pas. Hein, il faut attendre une décision de justice pour obtenir un prélèvement direct, et on sait bien que ça prend des années. Il faudrait aussi, comme l'a dit Manu, peut-être considérer très sérieusement un véritable statut du parent isolé. Sur les retraites, je vais aller vite, hein, Gwendoline et tant d'autres vont continuer à s'appauvrir, on le sait bien. Le mouvement des retraites, en fait, nous a bien mis en lumière, hein, ces inégalités de pension et les baisses de pension, et que les baisses de pension touchaient majoritairement les femmes avec la nouvelle réforme. Les syndicats s'en sont chargés, hein, de cette question spécifique des femmes, mais on sait bien que ces questions-là sont loin d'être résolues et la retraite, c'est une vraie phase d'appauvrissement pour les femmes qui, en particulier, ont connu des carrières hachées, des cessations d'activité ou du temps partiel. Pour terminer sur ces questions, vous avez aussi la question de l'héritage. Vous avez un livre très intéressant de deux sociologues qui s'intitule Le genre du capital, si ça vous intéresse, hein. Alors, en théorie, le droit français est égalitaire, hein. Évidemment, les enfants héritent de la même manière qu'ils soient hommes ou femmes, mais en réalité, même à la succession, les femmes sont désavantagées, en particulier quand il y a des biens dans la famille, hein. Elles vont moins hériter, c'est le travail sociologique que font les deux auteurs, que de biens structurants, la maison familiale, l'entreprise, qui vont être dédiés au fils et parfois même au fils aîné. Elles reçoivent plutôt des compensations financières, mais bon, pour ne pas trop impacter le capital familial, on va avoir tendance à les réduire au maximum, ces compensations financières, et de toute façon, elles sont moins durables et moins valorisées. Voilà, donc pour conclure, moi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, la vie des femmes est marquée, hein, par ces violences économiques. Dans une société patriarcale, en réalité, les femmes travaillent plus pour gagner moins, elles financent le quotidien, mais pas l'avenir, et elles subissent les conséquences des inégalités, en fait, tout au long de leur vie. Et dans ce contexte, il faut bien avoir en tête que la protection publique, la protection sociale, la retraite par répartition, ce sont souvent le seul patrimoine réel de nombreuses femmes. Et donc, il me semble qu'en tant que formation syndicale, formation politique, c'est à nous de défendre les droits économiques, mais des femmes, de ne pas les invisibiliser de manière globale, de remettre aussi, de questionner, hein, la façon dont on pense la répartition des richesses, la famille, le travail, mais au prisme aussi de ces questions de violence économique faites aux femmes. Et donc, c'est à nous de faire de l'égalité un combat réel et un programme concret. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pas été trop longue. Pas du tout. Merci beaucoup Valérie. Bon, bah Pascal, du coup, tu as une grosse pression parce que c'est toi qui dois remonter le moral de Gwendoline et de toutes les Gwendolines J'enlève connectées ce soir, donc qui auraient dû soit rester célibataires, soit se marier et surtout ne pas avoir d'enfants, et surtout ne jamais acheter de yaourt. Donc, Pascal, c'est à toi.
Merci, merci à toutes les deux. C'était fort intéressant votre présentation. On retrouve beaucoup de données, voilà, qu'on peut avoir pour certaines et pas pour d'autres. Notamment le pot de yaourt, ça m'a beaucoup intéressé, effectivement. Je propose qu'on arrête de manger des yaourts, ça peut peut-être être une solution. Bon, trêve de plaisanterie. Moi vraiment, ça me fait penser vos présentations au fait que les politiques publiques ne sont vraiment pas à la hauteur. Alors, je vais commencer par dire ça, hein, que quand même on a depuis maintenant 2 mandats de Macron qui nous déclare à 2 reprises que la grande cause nationale, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes et qui en fait ne fait que de la com, j'ai envie de dire comme d'habitude, c'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas eu grand-chose de mis en place. Il y a eu quelques petites choses, hein, mais vraiment très très peu quand on déclare en faire une grande cause nationale. On aurait pu s'attendre à beaucoup mieux, mais voilà, ce n'est pas le cas. J'ai observé en faisant des recherches là qu'en 50 ans, on a quand même eu 27 ministres ou secrétaires d'État à cette grande cause. Donc on voit bien que c'est quand même un domaine où on ne s'attelle pas de manière très durable au fait qu'on veut changer les choses et qu'on veut arriver à cette égalité entre les femmes et les hommes. Et j'aime bien citer Françoise Héritier qui disait qu'on mettra plus de 500 ans à obtenir cette égalité. Alors ça remonte pas le moral de Gwendoline, c'est sûr. Mais moi, je pense que justement, si on agit tout ensemble pour changer les choses, enfin, je crois encore en notre force collective. Et je me dis que si on fait comme dans d'autres pays, notamment comme en Espagne, des vraies manifestations de grande ampleur où les femmes et les hommes descendent dans la rue pour réclamer cette égalité, peut-être qu'on va quand même finir par y arriver et beaucoup plus rapidement que ce que pouvait nous dire Françoise Héritier. Donc ça, c'est un peu pour dénoncer la politique qui en fait n'est pas une politique du tout active concernant ce sujet. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup actuellement, c'est qu'il y a pas mal d'autrices, notamment, qui nous parlent du coût. Et vous l'avez dit, en fait, on n'est pas éduqués, nous, en tant que femmes, à parler d'argent. Enfin, il y a un manque d'éducation, c'est sûr, mais actuellement, il y a de plus jeunes autrices, en tout cas que moi, qui disent que, il y a un coût pour tout. Récemment, il y a un rapport de la Fondation des femmes, je crois, si je ne me trompe pas, qui parle du coût de la seniorité. Vous venez de le dire là avec la question des retraites. C'est vrai que à ce moment-là, tout s'écroule. Les femmes de plus de 60 ans sont de plus en plus précaires. Moi, j'habite un département rural. Il y a des femmes dans ce département qui ont 200 euros, 250 euros de retraite. C'est assez effrayant. Alors, la plupart du temps, en tout cas celles qui ont témoigné de ça auprès de moi, elles sont plutôt en couple, donc ça sauve un peu les meubles, mais parfois, même les conjoints n'ont pas de grosse retraite. Donc, il y a vraiment, à ce moment-là, un grand appauvrissement chez les femmes. Après, il y en a d'autres qui ont parlé du coût de la virilité, du coût des violences, et je trouve que moi aussi, j'ai été éduquée sans doute pour ne pas trop me préoccuper d'argent, mais je trouve que ce changement-là qu'on observe sur ces questions de regarder combien ça coûte, ça permet aussi de se dire que c'est une évidence peut-être ce que je vais dire, mais ça a un coût pour la société. Et du coup, tout le monde en pâtit, les femmes bien sûr et les hommes. Donc peut-être que amener le fait que ça a un coût, tout ça va peut-être faire en sorte que les politiques publiques soient enfin un petit peu à la hauteur. Bon, j'ai eu l'occasion pendant mon court mandat de travailler sur la santé mentale des femmes et notamment la question du coût. C'est le premier poste de la sécurité sociale, le fait de devoir soigner les femmes quand elles peuvent avoir accès aux soins. Ça, c'est un autre sujet, puisque là, on est plutôt sur les violences économiques. Donc, je vais essayer de m'en tenir au sujet, mais j'ai tellement envie de dire de choses, tellement le champ est vaste. Alors, donc en France, qu'est-ce qui se passe en matière de politique publique? Moi, je vais le dire comme ça, une des ministres que j'ai connues pendant ces 2 ans de mandat, parce que finalement j'ai dû en connaître 3 ou 4 même peut-être, un truc incroyable. Il y a eu Isabelle Rome qui me semblait quand même
assez armée ben, d'ailleurs, ils l'ont pas gardée, c'est peut-être pas un hasard. Elle me semblait avoir quand même des projets de politique publique un peu plus sérieux que les autres ministres ou secrétaires d'État qu'il y a pu y avoir. Donc, en France, qu'est-ce qui s'est passé très récemment? Ben, pas grand-chose en termes de législation. Il y a Isabelle Santiago qui a réussi à faire voter une loi sur le retrait de l'autorité parentale en cas de violence conjugale et de condamnation. Il y a eu le plan de première urgence qui a été proposé. J'aimerais bien savoir ce que ça donne. J'aimerais bien qu'il y ait une évaluation sur ce plan de première urgence quand une femme décide de quitter le domicile conjugal avec une indemnité assez dérisoire. Mais bon, ça a quand même le mérite d'exister. Et puis, il y a quand même plusieurs parlementaires et sénateurs, sénatrices qui se penchent, plusieurs députés et sénateurs, sénatrices, qui se penchent sur la question des congés parentaux. Et on voit bien que là, je trouve que, enfin, vu la génération à laquelle j'appartiens, il y a eu quand même des sacrées évolutions, puisqu'il y a d'abord eu le congé de 11 jours, et puis après, on l'a encore allongé, et maintenant, on propose, alors bien sûr, on n'y est pas encore, mais on propose un congé pour les pères au moins égal à ceux des mères. Et il y a plusieurs parlementaires qui sont sur ce sujet. J'espère que ça aboutira parce que ça serait aussi une façon de ramener de l'égalité face à cette question de comment on devient parent. Et c'est vrai que la charge repose encore tellement sur les femmes, sur les jeunes mères, et toujours sur la question de santé mentale, qui par ailleurs est encore une grande cause nationale du gouvernement actuel. Mais bon, on verra ce qu'ils en font. C'est vrai que une des principales écueils pour les femmes, c'est la question de la dépression postpartum qui est totalement invisibilisée, qui en fait concerne quasiment près de 25% des femmes qui viennent d'avoir un enfant. Donc c'est assez énorme et c'est vraiment, je trouve, une problématique que l'État devrait prendre en compte très rapidement parce que on voit bien non seulement les femmes qui viennent d'accoucher, mais aussi toute la population actuellement est un peu sous le coup de cette déprime collective, bon, liée sans doute à l'actualité, mais bon, nous, on va essayer de ne pas ressortir de ce temps d'échange avec une déprime accentuée, dirons-nous. Donc voilà, la question des congés égaux pour les deux parents fait l'objet d'ailleurs, a fait l'objet là d'une publication dans Mediapart. Le billet s'appelle Parents à part égale dès le premier jour, avec des signatures d'un certain nombre de féministes. Et je trouve que c'est intéressant que ici en France, il y ait quelques personnes qui se saisissent de ce sujet. Alors après, j'avais un peu une commande aussi pour vous parler de ce qui se passe en Espagne. C'est ce que nous nous étions dit parce que c'est vrai qu'on prend dans le monde féministe, on prend souvent l'exemple de l'Espagne pour dire que ils ont réussi des choses. Alors pourquoi ils ont réussi des choses? Une des raisons, c'est qu'ils sortaient quand même de pas mal d'années de dictature et que le peuple espagnol était éduqué en fait à résister et à revendiquer des choses. Et c'est vrai que quand, dans les manifestations, une fois qu'ils ont été libérés de cette dictature, ils ont quand même, il me semble, peut-être plus repris le pouvoir sur leur vie que nous-mêmes ici en France. Je ne dis pas qu'il nous faudrait une dictature, bien au contraire, on va la tenir très à l'écart le plus possible. Mais voilà, en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes, elles se mobilisent beaucoup plus en Espagne, semble-t-il, hein. Une des raisons, il n'y a pas que celle-ci. Et alors, quand j'ai fait un déplacement dans le cadre de mon mandat en Espagne avec deux autres collègues, on a d'ailleurs été reçus par les syndicats espagnols, donc c'est intéressant que on soit ensemble avec la CGT aujourd'hui, c'est que les syndicats espagnols, pour deux ou trois d'entre eux,
ont vraiment agi pour que l'État, enfin les différentes, puisqu'ils n'ont pas la même organisation que nous, mais en tout cas, les syndicats ont été partie prenante dans cette affaire. Et les entreprises notamment, les entreprises, contrairement à la France où même s'il y a quelques initiatives dans quelques entreprises, on n'est pas totalement dépourvu, mais enfin, il y a très peu d'entreprises qui se mobilisent sur la question du congé spécial en cas de séparation, par exemple. Et en cas de séparation, on le sait, c'est un moment très difficile sur le plan économique pour les femmes. Vous venez d'en parler aussi. Et donc, les entreprises, non seulement proposent des congés spéciaux pour aider aux démarches administratives, au déménagement, et proposent aussi des prêts à taux zéro. Enfin, il y a un certain nombre de mesures qui n'existent absolument pas ici en France. Donc ça me paraît quand même très intéressant. Je ne sais pas si on va y arriver, peut-être en s'appuyant aussi sur les entreprises qui le font déjà, parce qu'en fait, le patron reste un patron. Ce dont il a besoin, c'est de salariés en forme. Et donc, une femme qui a un passage difficile suite à une séparation, si on lui donne les moyens de plus vite récupérer, hein, c'était le but des congés payés à l'époque, hein, eh bien après, la personne, elle est à nouveau, je ne vais pas dire plus productive, mais en tout cas, elle travaille mieux, quoi. Et donc, il faudrait que les patrons comprennent que c'est quand même aussi dans leur intérêt pour que les femmes puissent continuer à travailler. Alors, pour certaines d'entre elles, il y a aussi en Espagne, il y a aussi des possibilités de mobilité, c'est-à-dire que des fois, elles sont contraintes et forcées à fuir le conjoint violent. Et donc, les entreprises espagnoles permettent aussi des mobilités aux femmes pour qu'elles ne perdent pas leur travail. Parce qu'en fait, c'est aussi des moments où il y a un risque de perte du travail, de licenciement pour X raisons. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Et en ce qui concerne le suivi de la situation, ils ont une plateforme qui s'appelle Viogène. Et donc, cette plateforme, elle est extrêmement documentée. Le Centre Hubertine Auclair a partagé la manière dont est gérée cette plateforme. Alors, moi, je suis pas très douée en technologie, je suis qu'une femme, hein. Excusez-moi, mais vous pourrez peut-être le retrouver. Donc, sur le site du Centre Hubertine Auclair, il y a un document qui est très intéressant et qui parle justement de comment l'Espagne a réussi à relever ce défi. Parce qu'en fait, l'Espagne est d'abord partie du constat qu'il y avait énormément de féminicides. Mais comme le dit Christelle Tarot, qui a écrit un super bouquin qui est un beau pavé, mais qui en fait a pour titre féminicide, mais qui décrit tout le continuum des violences. Et c'est vrai que les violences économiques, j'ai d'ailleurs omis de le dire, mais en France, elles sont très peu traitées. Moi, j'avais l'intention de le faire dans le cadre de mon mandat. Je n'ai pas eu le temps, mais c'est vrai que c'est pas un sujet, c'est pas une des violences qui est la mieux repérée. On parle d'abord, vous l'avez dit, hein, je vais pas redire ce que vous avez dit, donc on parle d'abord des autres violences avant de parler de la violence économique, qui en fait peut-être que les femmes l'ont intégrée, en fait, cette question de violence économique, puisqu'on ne les a pas éduquées à se préoccuper d'économie. Donc, la plateforme Viogène, elle est très intéressante parce que tous les professionnels qui ont à accueillir une femme en situation de violence, et le 3919 le dit aussi, il y a 25% des appels au 3919 en France qui concernent les violences économiques, mais ces violences économiques, après, soit elles sont déjà incluses dans d'autres types de violences, soit il y a d'autres violences qui arrivent après les violences économiques. Donc, ça fait bien partie du continuum. Donc, Christelle Tarot, elle démontre dans son bouquin avec d'autres chercheurs et chercheuses que c'est un continuum qui parfois aboutit à l'ultime violence qui est le féminicide. Mais on le retrouve, vous en avez parlé, dès l'argent de poche, où les petites filles ont moins d'argent de poche que les petits garçons, et après, ça ne fait que s'accentuer ou continuer tout au long de la vie des femmes. Donc, la plateforme Biogène, c'est, de mon point de vue, une sacrée avancée parce que ça mesure bien la dangerosité aussi pour la femme par rapport à ce qu'elle est en train de vivre.
Et alors, en Espagne, on avait aussi été reçu par le ministère à l'égalité femmes-hommes. Et en fait, au ministère, ils ont, ce que nous n'avons pas en France, une cellule de crise. C'est-à-dire que quand il y a un féminicide, la ministre arrête toute activité, réunit la cellule de crise et tout de suite, il y a un retour d'expérience pour voir ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas bien passé, justement, pour qu'il n'ait pas pu empêcher le féminicide. En France, ça n'existe absolument pas. L'État français ne compte même pas les féminicides. C'est le collectif contre les féminicides qui comptabilise les féminicides. Ce qui fait d'ailleurs qu'on peut avoir, alors c'est enfin c'est presque la référence, je dirais, dans le monde féministe, mais il y a d'autres organes qui comptabilisent et du coup il y a des différences. On n'est même pas fichu, excusez-moi l'expression, en France, de comptabiliser le nombre de féminicides. C'est assez incroyable. Et alors, quant au retour d'expérience à ces cellules de crise qui me paraissent très intéressantes parce qu'elles permettent justement d'améliorer les politiques publiques, et c'est vraiment dans ce but-là que le ministère espagnol a mis en place cette manière de travailler, eh bien là, on n'y est pas du tout, évidemment. Voilà ce que j'avais un peu envie de vous dire. J'ai pas du tout regardé le temps, donc je ne sais pas si je suis dans le temps qui m'avait été imparti. Mais en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que les, les mesures en France sont largement insuffisantes. J'avais aussi repéré un rapport en 2020, la délégation droits des femmes avec Marie-Pierre Rixain qui est devenue féministe au fil du temps d'ailleurs. C'est intéressant parce que faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, toutes les femmes parlementaires ne se déclarent pas féministes et ne le sont pas forcément dans les faits. Donc Marie-Pierre Rixain, elle a de ce que l'on m'a rapporté, énormément progressé sur cette question. Et elle avait organisé un colloque sur les mesures de soutien en cas de réparation et notamment la formation des banquiers et des notaires. Alors, quand j'ai découvert ça, ça m'a pas mal interpellée et intéressée parce qu'en fait, les banquiers et les notaires sont quand même souvent des hommes et donc ils n'ont pas du tout cette approche. Enfin, j'imagine, hein, j'ai pas regardé la statistique, mais j'imagine que ça reste encore un métier assez masculin. Et donc qu'ils aient cette approche pour veiller à ce que la femme, justement, en cas de séparation, en cas d'héritage, ne soit pas lésée sur cette question, ça me paraît très intéressant. Donc, il y avait eu un certain nombre de mesures de fait de proposer pour que ces messieurs soient mieux formés à ces questions. Et donc, dans ce colloque, il avait été question, pour rebondir sur la question du monde du travail, de faire du lieu du travail un endroit propice à la libération de la parole, que les femmes puissent signaler, qu'elles puissent être accompagnées. Et c'est là, je pense, où les syndicats peuvent tout à fait mener ce combat. Mais je sais que la CGT, puisque nous en avons de représentantes ici, mène ce combat-là depuis quelques années. Ça n'a pas été toujours le cas non plus, mais on voit bien qu'on est tous et toutes en possibilité de se perfectionner. Voilà, merci. Merci beaucoup Pascal et merci pour Gwendoline. Alors, je vais, si ça vous convient, donner la parole à Julie qui va se charger peut-être de poser quelques premières questions à nos intervenantes. Oui, merci Ingrid. Donc, je me fais la porte-voix de toutes celles et ceux qui ont posé des questions dans le chat. Euh, donc, une première série de questions, on va faire en deux fois pour éviter de faire un long tunnel. Donc, si votre question apparaît pas dans la première séquence, c'est que ça va arriver après. On ne laissera pas de questions derrière nous. Deux premières questions de Sandrine qui demande si enfin, le fait que la majorité des enseignants et enseignantes du coup dans le primaire et le secondaire soient des femmes explique à la fois le salaire et les violences systémiques, c'est-à-dire les réformes, les baisses de moyens, les mots qui blessent. Est-ce que voilà, le fait qu'on ait essentiellement des femmes explique cela? Comment faire face à des femmes qui soutiennent le système patriarcal et ont pris ou veulent prendre le pouvoir tout en se présentant comme des féministes? Et Sandrine cite Marine Le Pen, Elisabeth Borne, Mélanie. Également une question de Philippe qui pointe le fait qu'il travaille, lui, dans la restauration, il me semble, avec des jeunes de 16 à 18 ans et qu'il constate que la vision des jeunes
de la société, enfin, que les jeunes n'ont pas une vision plus élaborée, en tout cas sur les questions féministes, que ce que lui, il a pu expérimenter dans sa jeunesse, qu'il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là, et il pointe le fait que effectivement, il y a une éducation qui est majoritairement féminine, et donc il demande qu'est-ce qui cloche. Et enfin, une question d'Emmanuel qui demande si on peut revenir un instant sur l'inégale rémunération des sportifs et sportifs de haut niveau. Et il se pose la question, est-ce qu'on peut voir dans cet exemple une démonstration des effets directs de la hiérarchie de genre sur les rémunérations? Donc voilà, je vais peut-être laisser aux intervenantes le soin de répondre à cette première série de questions. Manu, c'est toi qui commences? Oui. Alors, en fait, ces questions, elles vont être, elles sont liées les unes aux autres. D'abord sur le corps enseignant, qui est en fait un corps enseignante, et le fait que, les questions d'égalité. Alors, c'est sans doute parce que ce sont les corps le corps enseignant est très féminisé qu'on se permet de mal payer les gens, et c'est la même chose dans tous les domaines, y compris dans le domaine médical, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons à ça. Parce que, bon, par principe, on paye moins les femmes, hein, parce que déjà, elles ont un travail, donc il ne faudrait pas non plus qu'on les paye de trop. Et la deuxième raison, c'est une raison plus profonde, c'est qu'on considère que les métiers, les compétences qu'elles ont dans ces métiers-là sont en fait des compétences qui sont dites naturelles. Elles savent s'occuper des enfants, elles savent faire le ménage, elles ont des dons pour ça. Et donc, en fait, l'effort et les compétences que ça amène, elles sont totalement dévalorisées. Et dans la tête des femmes elles-mêmes. Alors, on voit bien sur les tâches ménagères, sur la garde des enfants, s'occuper des autres, etc. Mais ça peut être le cas, par exemple, chez quand on regarde, moi je suis enseignante en lycée pro, quand on regarde chez les jeunes filles qui apprennent la coiffure, le fait de savoir tresser des cheveux, elles considèrent, elles et leurs formateurs et formatrices, que c'est quelque chose de naturel. Or, c'est une compétence assez complexe, hein, le tressage de cheveux. Donc, en fait, je prends cet exemple parce qu'il est anecdotique, mais il est un savoir-faire qui est dévalorisé parce qu'en fait, les femmes le maîtrisent. Et ça va se cumuler, y compris sur les postes hiérarchiques, hein. Je reviendrai après sur les sportifs, mais non seulement elles sont moins payées, mais surtout elles accèdent moins aux postes de direction qui vont donner une partie du pouvoir. On a très peu de rectrices, voilà, mais c'est dans tous les métiers en fait. C'est pas que dans l'éducation. Par exemple, on a des couturières, mais des grands créateurs, des cuisinières, mais des chefs de cuisine, etc. Et donc, on va avoir quelque chose qui est lié aux éducations, à la conception naturelle des dons des femmes. Et comme c'est naturel, c'est dévalorisé. Mais on a aussi une confiscation. Il ne faut pas sous-estimer la confiscation qui est faite des postes, des postes hiérarchiques qui, de fait, donnent du pouvoir. La deuxième chose sur les sportifs. Les sportifs, c'est intéressant parce que c'est non mixte. C'est pour ça qu'on le choisit. Mais il est évident, on voit bien que par exemple, dans le petit, le petit slide que j'avais, par exemple, chez les tennis women de haut niveau, elles ont fini par gagner d'avoir la même prime quand elles gagnaient des tournois du Grand Chelem. Mais ça a été une bataille en fait, hein. Se sont battues pour plus porter de jupettes et elles se battent aussi pour avoir la même rémunération. Mais elles se sont battues pour ça. Et elles sont moins reconnues de la même manière. On considère que ce qu'elles font est moins joli sportivement, etc. Bon, et ça me fait basculer sur le deuxième point qui est mais pourquoi il y a des femmes qui se disent féministes, pourquoi ça avance pas, etc. Gna, gna, gna. En fait, je pense que Ingrid a cité l'étude qui est faite maintenant sur l'Observatoire des égalités, là. Il y a le gender gap, c'est-à-dire que les femmes pensent
et se savent opprimés, alors que les jeunes garçons pensent qu'il n'y a pas de souci avec ça, voire qu'on en parle trop. Et je pense que c'est pas véritablement vrai que les femmes n'ont pas été éduquées. En fait, depuis maintenant le mouvement des années 70, il y a une prise en compte qui a été en plus amplifiée par le MeToo et une éducation sororelle, on va dire, de bon, comment on est féministe, une évolution dans les pensées. Ceux qui ne sont pas éduqués, en fait, c'est les garçons. Ce sur quoi on échoue, c'est l'éducation des jeunes garçons. C'est donc je sais pas, on regardera sur le nombre d'inscrits s'il y a majoritairement des inscrites. C'est nous sommes en conscientisation des problèmes et on s'aperçoit que les garçons beaucoup moins en fait. Non seulement ça, mais après si on est véritablement dans la question du rapport de pouvoir, c'est évident que l'accès à des postes de direction, l'accès à des salaires égaux, etc., ça lèse ceux qui étaient jusque-là au sommet. Et donc, ça lèse les garçons qui perdent des privilèges. Et c'est véritablement des privilèges. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a ces blocages-là contre lesquels il faut lutter. Et dernier point, Pascal le disait, elle disait en Espagne, c'est tous et toutes, hein, parce que ce qui a aussi rendu visible, on peut le regretter, mais ce qui a rendu visible ces luttes-là, c'est évidemment la masse de femmes qui se sont attelées à ça, mais c'est le fait que ce soit aussi défendu par les hommes. Et donc, si c'est défendu par les hommes, alors, comme on est dans une société un peu bizarre, alors ça doit être important. Voilà. Et ça, par exemple, en France, c'est un des points qui manque. Par exemple, il n'y a pas de ministère des droits des femmes. Il n'y en a plus depuis très longtemps maintenant. Donc, bon, quand on supprime un ministère, ben, on supprime en fait des politiques globales, planifiées, etc. Merci Manu. Est-ce que Valérie, Pascal, vous voulez dire un mot en réponse? Ok, alors je passe peut-être à une autre série de questions. On a Laure qui nous demandait si on avait des chiffres concernant la charge parentale qui serait plus assumée par les mères que par les pères, notamment pendant les vacances scolaires, et une question du même type concernant la prise des jours enfants malades, qui serait plus pris par les mères que par les pères aussi. Et ensuite, une question de Maryse qui se demande pourquoi tous les contrats du couple marié, électricité, eau, téléphone, etc., sont systématiquement mis au nom de l'homme, même ceux qui sont payés par les femmes, et qui pointent le fait qu'après le décès d'un conjoint, les femmes doivent faire beaucoup de démarches administratives pour que les contrats soient mis à son nom. Et du coup, je laisse répondre nos intervenantes sur ces deux questions. Moi, je veux bien répondre sur les contrats, là, parce que, en fait, la question, elle me fait à la fois sourire et elle me met en colère, puisque moi-même, je suis confrontée encore aujourd'hui à cette question. Quand on veut faire changer, alors d'abord, c'est une question de volonté aussi de notre part, parce que c'est pas enfin, ça peut être systématique, mais c'est à nous aussi de revendiquer le fait qu'on veut voir notre nom apparaître. Et donc, il y a des organismes, que ce soit assurance, impôts, enfin encore que les impôts, il y a le conjoint d'eux, mais enfin voilà, c'est toujours assez compliqué. C'est une lutte. Et c'est une lutte importante, même si certains se moquent de moi quand je parle de ça. Ça fait rien, j'accepte la moquerie. J'espère que ça les conscientise. Mais voilà, c'est une lutte de réclamer, d'avoir son nom, surtout quand on paye encore en plus, j'ai envie de dire, quand on paye la facture. Donc il faut que les femmes osent, il faut que les femmes osent demander à ce que leur nom soit inscrit sur les contrats. Et si on est dans le cadre d'un couple, eh bien il faut insister pour que les deux noms apparaissent. Et l'informatique est souvent l'excuse qui est donnée, il n'y a pas assez de place dans notre logiciel, eh bien c'est une mauvaise excuse de mon point de vue puisque dans ces cas-là, on peut raccourcir le prénom, enfin, on peut trouver des systèmes. Donc, moi, j'aide les organismes à essayer de faire en sorte que les deux noms apparaissent. Voilà, donc, faut pas se laisser faire, en fait. C'est comme pour toutes les autres questions nous concernant. Valérie, tu veux peut-être Oui. dire un mot? Bon, enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec Pascal, mais il y a quand même cette idée dans les contrats, hein, cette vieille idée que le chef de famille est un homme, même quand sur
le contrat, le RIB est au nom de madame. C'est quand même le chef de famille qui est le monsieur. Donc, c'est vrai que il y a du travail à faire sur les mentalités, mais je suis un peu pour enfin, faire en sorte de batailler, euh, même individuellement, sur ces questions. Pour ce qui est des responsabilités parentales, en ce qui concerne les vacances scolaires en cas de séparation, bah moi, j'ai cherché des chiffres, j'ai pas vraiment trouvé, j'ai pas eu le temps d'en trouver, mais j'ai envie de vous dire que, en général, les responsabilités parentales, elles sont aux mains des femmes, et quand la situation est compliquée, eh bien, elles ont tendance à le rester. Et donc, en cas de séparation et de divorce aussi. Alors, à ça, il y a aussi un peu des éléments un peu plus profonds. Globalement, ce que j'avais vu dans mes recherches, c'est que les femmes disent avoir plus de vacances scolaires que les hommes, hein. J'avais vu des chiffres autour de 78% des femmes qui disent avoir au moins 5 semaines contre, je crois que c'était 55 pour les hommes. Et puis, elles ont quand même, c'est aussi lié en partie à tout ce dont on vous a parlé, c'est-à-dire que elles ont des métiers plus malléables parce que c'est elles qui ont pris le temps partiel, c'est elles qui se sont arrangées pour pouvoir aller chercher les enfants à l'école etc. Le mercredi après-midi aussi, hein, c'était la publicité de Manu sur les RTT, quoi. Et donc, de fait, en cas de divorce, je pense quand même que ça revient aux femmes, comme pour les questions d'enfants malades, c'est-à-dire que les femmes ayant des métiers liés, salariés dans le fonctionnariat, liés à l'enfance, etc., on juge que c'est moins grave si elles prennent une demi-journée pour s'occuper du petit, alors que monsieur étant dans des fonctions éminentes, il ne peut pas se le permettre. Voilà. Alors, si je peux juste me permettre d'ajouter un chiffre supplémentaire avant éventuellement une nouvelle et peut-être dernière salle de questions, même si on est encore dans les temps, hein. Et pour répondre dans le droit fil de ce que vient de dire Valérie, si on regarde au moment des séparations, la manière dont la charge des enfants est répartie, il y a un chiffre qui j'avoue, m'a fait tomber de ma chaise et m'a révélé à quel point on pouvait vivre dans un entre-soi, qui est que la garde alternée aujourd'hui, c'est 17% des séparations et que la charge qui revient, enfin, et c'est 80% de situations où la charge des enfants revient aux femmes. Donc, je vous explique même pas sur les vacances scolaires. Voilà. Julie, si tu veux peut-être faire une... Ouais. Oui, je vais faire une dernière salle. Il ne nous reste pas énormément de temps, donc je vais essayer de tout compiler. On avait une deuxième question de Maryse qui demandait pourquoi les femmes doivent quitter le domicile conjugal pendant 1 an pour pouvoir divorcer si l'homme s'oppose au divorce, même dans le cas d'une femme subissant des violences conjugales. N'est-ce pas une cause de féminicide? On a Hélène qui insiste sur le fait que ce sont les femmes qui, en grande majorité, qui éduquent dans les familles, à l'école. Donc, pourquoi est-ce que l'éducation des jeunes garçons, justement, enfin voilà, enfin, n'évolue pas, entre guillemets? Euh, on a également une question de Jean-Luc concernant les noms. Pourquoi dans certaines administrations, par exemple l'assurance maladie, la femme mariée est-elle systématiquement identifiée par son nom d'épouse? Et par ailleurs, Maryse précise qu'elle avait toujours demandé à ce que son nom soit inscrit sur les contrats, ce qui montre peut-être que l'administration s'en fout. Philippe demande si le fait qu'on maintienne le terme école maternelle n'est pas une manière de cantonner la mère aux soins des enfants. Dominique demande si le nom des enfants est-il obligatoirement celui du père, sinon quel est le ratio du choix en faveur de celui de la mère.
Et Angela, et là je découvre en direct avec vous, même sans avoir pris le nom d'usage de mon mari, pendant mon divorce, on m'appelait par son nom. Pourquoi même des avocats, gens de loi, font cela? Voilà pour cette dernière salve de questions. Merci à tous et à tous. Et oui, et je précise qu'il y a un commentaire de Fatima qui félicite les intervenantes. Voilà, vous étiez excellentes, continuez, les femmes et futures femmes ont besoin de personnes comme vous. Merci Fatima pour ce gentil commentaire. Moi, j'ai envie de dire que toutes les questions qui viennent d'être posées là montrent bien qu'on est totalement dans un système patriarcal qui est loin d'être déconstruit. Voilà ce que ça m'inspire, cette série de questions. Je veux bien répondre sur une des questions et puis partager les réponses avec mes camarades. La question de devoir quitter le domicile conjugal pendant un an, mais absolument pas. Mais c'est pas du tout ce que dit la loi. Et c'est pas du tout les pratiques en fait. Alors bien sûr que le moment où la femme subit des violences, ça peut aller jusqu'au féminicide, bien sûr. Mais la loi ne dit pas que la femme doit quitter le domicile conjugal. Toutes les situations sont extrêmement variées. Moi qui ai longtemps fait de l'accueil et de l'accompagnement dans une association féministe et donc des situations, j'en ai rencontré de multiples. L'idée, c'est vraiment quand il y a de l'accompagnement, c'est de pouvoir dire à la femme et de dire à la femme qu'elle doit faire ses choix. Après, c'est là aussi une question d'éducation, savoir ce que le droit lui permet de faire ou pas. Mais en tout cas, je veux dire à la personne qui a posé la question, ça n'est absolument pas une obligation de quitter le domicile conjugal. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les femmes quand même restent au domicile conjugal et il faudrait que ce soit le mari qui quitte le domicile conjugal, mais ça, il n'y a pas vraiment de structure ou si peu, tellement peu que ce n'est pas encore la majorité des cas qui se présentent de cette manière. Mais voilà, il y a encore à évoluer sur cette question. D'ailleurs, juste au passage, je glisse, je voulais le dire, en Espagne aussi, ils ont fait d'énormes progrès sur le dépôt de plainte. Il y a maintenant des policiers et policières volontaires formés, extrêmement formés. Il y a des tribunaux spéciaux. Donc, ça permet quand même de prendre beaucoup mieux en compte les situations de violence. Et ben, ça n'existe pas en France, hein. Donc, on a encore beaucoup de femmes qui se plaignent du moment où elles décident de se séparer et qu'elles ne trouvent pas d'accompagnement, qu'elles ne trouvent pas une police, gendarmerie ou une justice à la hauteur de ce qu'elles voudraient. Bon, donc on a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus, mais il faut que les femmes aussi puissent avoir des gens sur qui s'appuyer pour se renforcer dans leurs droits, parce que des droits, nous en avons, même dans la loi française. Merci Pascal. Alors Manu Vallée. Moi, juste un mot sur la question pourquoi l'éducation des jeunes garçons, alors qu'elle est aux mains des femmes, n'évolue pas de manière plus positive. Bon, enfin, j'ai envie de dire comme Pascal, hein, là, on est quand même dans une société patriarcale et le poids de l'éducation, il n'est pas dévolu seulement à la mère, hein. On a quand même tout ce concept autour de l'autorité du père qui est inscrit dans nos mémoires individuelles et collectives, dans la littérature, etc. Et puis, bah, ça s'appelle aussi, il y a l'aliénation, c'est-à-dire qu'avant qu'une femme se soit conscientisée, il y a tout un chemin éducatif, intellectuel, politique à faire. Et c'est pour ça qu'on est là, je crois aussi, hein. C'est pour que, à nous toutes et nous tous, on ait les armes pour justement déconstruire une société patriarcale qui est quand même millénaire. Alors, on est forte et musclée, mais on a encore du travail. Manu, tu veux dire un mot? Oui, juste sur, comme le disait Pascal, sur le modèle espagnol, une des différences qu'ils ont mis, enfin qu'il et elle ont mis en place, c'est le fait que des décisions sont prises avant jugement. C'est ce qui explique le gap des 1 an, etc. Et ça, en fait, ça change tout parce que ça veut dire que
on part du principe, donc par exemple, que la femme va rester dans le domicile conjugal, que elle ne ment pas sur des potentielles violences, etc. Et on voit, et le jugement qui arrive après, les mesures sont immédiatement mises en place, et après on regarde s'il y a eu, au moment du jugement, si on avait raison de les mettre en place. Il se trouve que les chiffres ne mentent pas, le nombre de féminicides ayant chuté drastiquement. C'est la preuve, la meilleure preuve, s'il en devait y en avoir, que en fait, c'est la bonne solution. Deuxième chose, c'est ce que Valérie l'a dit, puisqu'on parle des violences économiques, quitter le domicile conjugal, c'est de fait un appauvrissement, c'est-à-dire les femmes renoncent parce qu'il faut qu'elles s'en aillent à un moment donné, mais c'est vrai que à partir de là, comme le disait Pascal, ben, il n'y a pas de lieu d'accueil, etc. Et donc, ça les fait basculer dans une encore plus grande précarité. Euh, voilà. Euh, je me souviens plus, Julie, il y avait une dernière question sur... je me souviens On plus. avait pas mal de questions sur les Ah noms. oui, je sais, je sais. Alors, dernier point sur les femmes, comment on fait, etc. Quel type de lutte? Donc, on vous a égrené une série de possibilités à la fois légales qui pourraient changer, etc. Ce qui est vrai, c'est que ce qu'on a constaté, ce qui se met en place et qui est assez fort dans les pays d'Amérique latine ou en Espagne, et dans d'autres pays européens, c'est effectivement la grève féministe, c'est-à-dire montrer par le fait d'arrêter le travail de pouvoir montrer à quel point nous participons au bon fonctionnement de la société. Juste pour dire sur les retours d'expérience, la grève au niveau professionnel, les femmes qui les font, elles disent que c'est quasiment le truc le plus facile. La grève des tâches domestiques est déjà beaucoup plus compliquée parce que, c'est-à-dire ne pas aller chercher les enfants et ne même pas s'occuper de savoir qui va aller les chercher. On voit bien que ça pose un problème beaucoup plus aux femmes par rapport à la charge mentale qu'aux hommes. Mais ce qui est quasiment ce qui est le plus compliqué pour les femmes qui font cette expérience-là, c'est qu'il y a une troisième grève qu'elles essaient de mettre en place, qu'elles tentent de mettre en place, c'est la grève affective. La grève affective, c'est quoi? C'est de dire, en fait, je ne m'occupe pas des autres. Donc, l'enfant pleure, ben, ça n'est pas à moi d'aller le voir, j'en sais rien, mon papa va pas bien, ben, c'est pas à moi de m'en charger, mon ami, etc. Et donc, pendant cette fameuse journée de grève féministe, cette troisième phase qui est et de ce qu'elles disent d'expérience la plus compliquée à mettre en place. Et ça montre quoi? Ça montre que en fait, une société, elle se doit d'être solidaire. Évidemment qu'un enfant qui pleure, il faut s'en occuper. Et que donc, mais ça montre surtout que si les femmes ne le font pas, en fait, l'autre partie de la société ne prend pas cette charge, elle ne lui incombe pas. Ce qui nous incombe à nous, soi-disant naturellement, n'incombe pas aux hommes de manière naturelle. Il faut que ce soit un travail, une formation, pour toutes les raisons, y compris qu'a expliqué Valé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettre en lumière la grève affective, c'est pas simplement pour dire, bon, soyons un peu pourris avec son prochain, mais c'est pour montrer et prendre conscience, faire prendre conscience aux femmes qu'à ce moment-là, c'est sur elles que repose essentiellement la solidarité des sociétés, etc. Et ce sont de bonnes valeurs. Et je le dis un peu solennellement dans cette période très guerrière, on voit bien que ces valeurs-là, elles sont encore plus démonétisées. C'est-à-dire la paix, ne pas tuer les gens, aimer son prochain, aimer ses enfants, aimer ses personnes âgées, etc. Bon, c'est des valeurs qui sont somme toute les plus nécessaires et le minimum pour qu'une société fonctionne bien. Merci beaucoup. On va peut-être s'en tenir là. On a tenu les délais à 2 minutes près. Franchement, on est trop forte. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette formation qui, je crois, a été hyper utile. On verra s'il y a des retours en termes de chiffres, hein.
Ça, c'est pas sûr. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on reprendra donc le cycle des webinaires à la rentrée. Je précise simplement qu'il existe à l'après des groupes de travail thématiques, comme vous le savez sans doute, et qu'il y a un groupe de travail féminisme qui accueille les adhérentes et les adhérents de l'après qui souhaitent travailler sur cette question. Donc, n'hésitez pas. Il suffit d'aller voir sur le site pour prendre contact. Alors, si vous n'avez rien à, mesdames, si vous n'avez rien à ajouter, on va souhaiter un excellent dimanche ventilateur à tout le monde et puis un bon été si on ne se revoit pas. Et bien, à bientôt. Merci beaucoup. Au Bientôt, revoir. Au revoir. dimanche. Au revoir.